Bienvenue dans AfriConnect. Depuis un certain temps, on observe une baisse de popularité des médias européens et plus largement occidentaux en Afrique. Après des décennies de domination, l'émergence de nouveaux acteurs dans le paysage médiatique africain semble mal perçue. Pourtant, elle participe au défi du pluralisme d'opinion et des sources d'information en Afrique. Un continent jeune est confronté à de multiples défis. Alors, est-ce la fin du monopole médiatique occidental sur le continent? Pour en débattre, on se connecte tout de suite avec nos invités. On se connecte avec vous, Rudy Guesby. Vous êtes rédacteur chez Forbes, spécialiste des médias. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France. Bonjour Samantha, bonjour à tout le monde. On accueille également Franklin Nyamsi, qui est un politologue franco-ivoirien d'origine camerounaise. Bonjour à vous, Franklin. Merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect. Bonjour Samantha, bonjour à Rudy et bonjour à tous les téléspectateurs d'AfriConnect que j'espère de plus en plus nombreux. Alors, vous le savez, les médias occidentaux convoitent plus que jamais le continent africain, que ce soit RFI, France 24, BBC, Euronews, la Deutsche Welle ou encore CNN. Ce sont les mastodontes médiatiques qui sont très présents sur le continent. Une large domination de ces médias. Est-ce qu'on peut parler de monopole occidental dans le traitement de l'information africaine, Rudy Guesby? Monopole, je dirais peut-être pas cela. Je pense que l'émergence d'Internet a favorisé aussi un cloisonnement et un décloisonnement plutôt d'un écosystème médiatique. On a de plus en plus de journalistes africains bien formés, sachant utiliser les supports numériques. On a de plus en plus de sites Internet de qualité au Sénégal, au Burkina Faso et dans plein d'autres pays. Donc je dirais qu'il y a une maîtrise de la narrative et des outils technologiques qui fait que forcément aujourd'hui on a des niveaux de compétences d'égal à égal. C'est vrai qu'avant on disait est-ce qu'on a des vraies écoles de journalisme sérieux sur le continent? Il y a apparu une au Cameroun, là, qui n'était pas si développé que ça. Donc c'est vrai qu'il y avait une ramification des talents vers des majors internationales, comme vous dites. Maintenant aujourd'hui il y a une vraie compétence des journalistes africains. Ils sont de plus en plus mobiles. Beaucoup travaillent d'ailleurs même sur le continent pour plusieurs collaborations. Ce qui était au départ la crainte, c'était le fait d'être payé en temps et en heure pour certains d'entre eux. Ça commence aussi à être relevé. Donc je dirais quelque part qu'il y a un équilibre qui se trouve. Je pense qu'aujourd'hui les journalistes africains veulent, maîtriser leur narratif, où que ce soit, et peu importe le support, parce qu'aujourd'hui on peut consulter un site sénégalais comme Sénéweb, même dans le cadre de WIP, c'est ce que nous on a fait aussi. On consulte beaucoup de monde, on regarde beaucoup de choses. Et donc, de partout dans le monde, aujourd'hui, on peut mettre une information rapidement, écrire sans faire de faute, valoriser les langues locales. Et donc, aujourd'hui, oui, on a de plus en plus de journalistes sur le marché avec leurs opinions et leurs visions. Et c'est ça qui a changé, plus qu'une perte finalement de monopole. Alors on va y venir d'ailleurs, l'émergence de ces médias panafricains auxquels vous faites allusion, à l'explosion aussi des médias en ligne qui pèsent lourd. Franklin Nyamsi, votre avis sur ce monopole occidental dans le traitement de l'information? Il existe? Samantha Ramsamy, le monopole occidental sur le traitement de l'information en Afrique est un fait raciste négrier, c'est un fait colonial et c'est un fait néocolonial. Avant ces trois grandes séquences historiques qu'on peut dater à partir du XVIe siècle et jusqu'à nos jours, il y avait des réseaux de circulation de l'information, il y avait des traditions médiatiques écrites et orales africaines, il y avait la tradition des griots, des messagers, des porteurs de messages, il y avait des systèmes de communication, et bien sur le continent africain, entre les peuples, entre les royaumes, entre les entités qui composaient ce continent avant les trois événements de la traite négrière, de la colonisation et de la pseudo-décolonisation. Le monopole, ça a été la confiscation des tambours parleurs par les pilleurs coloniaux. Ça a été la confiscation du droit à la parole publique par les négriers, les puissances coloniales qui se sont partagées l'Afrique en 1884-1885 sans les Africains, sans les peuples africains. La confiscation de la parole et le monopole, ils ont été obtenus dans la violence de la répression contre les mouvements anticolonialistes et l'imposition de gouvernements, d'États, d'élites politiques
qui avait été bien souvent, et c'est le cas dans l'Afrique francophone, imposé par les quatre volontés du colon, voulant maintenir, sous couvert de décolonisation, son précaré, sa zone d'influence. Qu'est-ce qui se passe, Samantha? Des luttes ont eu lieu à l'intérieur de l'Afrique depuis 6 siècles, et notamment autour des années 90, ont débouché sur la revendication du pluralisme. Ça a été la première grande fissure, par-delà les résistances coloniales et anti-néocoloniales du XXe siècle. La première grande fissure, c'est le retour au pluralisme à l'issue de ces luttes. Mais la deuxième grande fracture du monopole occidental sur l'information africaine est venue paradoxalement d'une révolution qui s'est produite au cœur du système d'information de l'Occident, la révolution cybernétique. La révolution cybernétique a paradoxalement mis entre les mains de tous les êtres humains capables d'accéder aux machines intelligentes, à la campagne comme à la ville, le pouvoir d'informer, le pouvoir de critiquer, le pouvoir de réagir, le pouvoir de mobiliser, de communiquer, même de créer de la richesse à partir de l'information, mais aussi le pouvoir de déformer et de désinformer. Il y a donc eu une démocratisation supplémentaire de l'information par la révolution cybernétique ayant entraîné celle des réseaux sociaux. Le monopole est brisé. Rudy Guesby, justement, ce quasi-monopole, finalement, il a peut-être aussi profité d'un historique aussi. C'est vrai qu'on peut l'observer encore d'une manière globale. Il y a une négligence mondiale des actualités africaines, alors que le continent africain, c'est 15% quand même de la population mondiale. Alors les médias que j'ai cités tout à l'heure sont des médias à dimension internationale. Et peut-être que ces médias-là, justement, profitent de cette brèche. Oui, bien évidemment. Déjà, à la base, il faut revenir à des réalités beaucoup plus mercantiles. Ce qui fait qu'il y a eu une vague, notamment de médias français qui ont décliné des versions africaines. On les connaît tous, hein, je ne vais pas forcément les citer. C'est parce qu'ils y ont vu un marché publicitaire, ni plus ni moins. D'ailleurs, cette aventure poussée par le pouvoir politique aussi ici en France fait que ça a été compliqué même pour eux de trouver un modèle de rentabilité économique, là où finalement des médias locaux, nationaux, ont réussi à trouver des modèles économiques qui soient pérennes. Donc pour en revenir à votre question, oui, c'est synonyme d'influence, mais aujourd'hui, elle a été vraiment beaucoup plus dominée par des raisons mercantiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des récits qui sont très cycliques. Dans les années 90, il y avait un monopole de Jeune Afrique, et c'était vraiment la libération, Mandela, etc. Et une vision aussi, comme vient de le décrire Franck Niassi, qui était propre finalement aux Occidentaux et que certains Africains avaient ingéré. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez l'Afrique des startups. Vous avez eu, et là encore, c'est une nouvelle manière aussi de relater une nouvelle façon de voir l'Afrique. Pourquoi? Pour essayer de donner envie au public, notamment occidentaux, de se réintéresser de manière positive. Puis après, en France, vous avez le prisme du Mali. Aujourd'hui, maintenant, on parle dans tous les médias en France, il n'y a plus une semaine qui s'écoule sans que, là je parle de la France, mais je peux parler des États-Unis si vous voulez, ou de la Suède, ou ce que vous voulez, sans qu'on ne parle finalement du Mali, sous le prisme de l'Afrique, sous le prisme, est-ce qu'on va pas être, est-ce que la France ne sera pas, entre guillemets, bouffée par une autre grande puissance qui émergerait? Vous parlez d'influence, au niveau de Forbes, par exemple, il y a une déclinaison africaine, peut-être. Quels sont les objectifs? Ils ont une vision purement mercantile. On sait qu'il y a un taux de lecteurs, je parle pour Forbes, hein, d'accord, sur ce sujet-là. Il y a un taux de lecteurs qui est là. On sait qu'il y a des gens qui appartiennent à une classe moyenne ou riche qui peuvent acheter. Quelqu'un veut acheter le titre, il l'achète, il le répond, il ne voit pas plus loin que ça. Il y a Forbes Afrique, il y a Forbes Africa en anglais, Forbes Africa en portugais. Il y a Forbes Middle East qui couvre un peu en partie l'Afrique du Nord. Ils n'ont qu'une vision, eux, mercantile, finalement de démontrer qu'avec le libéralisme, c'est possible de créer des success stories, donner l'envie aux gens d'entreprendre, etc., etc., etc. Donc, ils ne sont pas dans une vision, ils sont là pour dire philosophiquement, voilà, il y a un modèle économique qui est là, qui peut être répandu mondialement, comme les États-Unis l'ont toujours fait dans leur histoire, et donc ils veulent se départir de toute
entre guillemets, saleté historique, etc., pour dire qu'eux n'ont pas colonisé, etc., etc., pour juste finalement poser un dogme économique, d'ailleurs sur lequel la majorité de la planète est en train de surfer, parce que même les Chinois savent utiliser les rubans du capitalisme pour le détourner à leur façon, tout en respectant leur propre culture. Donc c'est un peu aussi les Américains qui se font parfois piéger à leur propre jeu. Mais en cas, Forbes est dans une réalité purement spirituelle sur le libéralisme et très mercantile, parce qu'ils regardent finalement si sa marque peut prospérer dans une région du monde. Eux, c'est aussi simple que ça. Alors, on voit l'émergence de nouveaux médias concurrents, CCTV Afrique, Al Jazeera, RT, des médias aussi africains, panafricains, comme Medi 1 TV, Afrique Média. Qu'apportent finalement tous ces médias au paysage continental médiatique, Franklin Nyamsi? Ces médias permettent de renforcer l'espérance pluraliste qui avait repris pied sur le continent au début des années 90 avec la fin des partis uniques et les luttes qui avaient abouti, entre autres, au fameux discours de la Bolle de François Mitterrand, appelant ses homologues africains, en tant que leurs tuteurs historiques, à desserrer un peu l'étau sur les sociétés civiles. Donc il y a un peu plus de respiration de la diversité de la société civile africaine à travers cette offre variée des médias. Mais je voudrais insister sur le fait que derrière cette variété, il y a une différence fondamentale. Il y a effectivement, comme le dit Rudy, des médias qui sont essentiellement là pour faire du chiffre d'affaires, qui sont là dans une perspective mercantiliste. Et il y a des médias qui se sont inscrits dans la perspective de l'émancipation historique du peuple africain. Pour moi, c'est ça la grande distinction. Et les Africains ne s'y trompent pas selon qu'ils sont davantage intéressés uniquement par l'une ou l'autre des perspectives ou qu'ils veulent cultiver les deux. Car on peut joindre l'utile en quelque sorte à l'historique au nécessaire. Donc, pour moi, la multiplication des offres médiatiques en Afrique a un côté positif, c'est la diversification des possibilités d'expression. Et elle a un côté négatif, c'est qu'en fait, il s'agit simplement souvent de la concurrence pour conquérir des parts de marché et pas nécessairement de médias qui se sont connectés avec la question fondamentale du continent, celle de son accès réel à l'autonomie économique, à l'autonomie politique et à la capacité de développer son propre modèle civilisationnel, son modèle de modernisation. Il y a un enjeu important, c'est quand même la diversification des sources d'information et les médias que j'ai cités précédemment, qui émergent, y participent. Certains sont accusés de propagande. On peut citer RT qui est accusé de propagande sur le continent, notamment par les médias mainstream, Rudy Kesby. Que pensez-vous d'ailleurs de ces accusations? Mais elles ne sont pas fondées. Attendez, si on commence à dire que les médias font de la propagande, vous savez, moi, je voyage beaucoup, en Afrique, même en dehors, pour parler de plein de thématiques. Quand vous regardez, par exemple, une chaîne, pour qui j'ai aussi le plus grand respect, tout comme RT d'ailleurs, prenons le cas de France 24. Quand on prend ce cas-là, par exemple, quand vous êtes en Afrique, vous voyez des émissions typées clichés parisiens, excusez-moi, vous ne la regardez pas de la même manière que si vous étiez à Paris, que si vous êtes à Abidjan ou à Dubaï ou à Washington. On est clairement dans une volonté de démontrer un visage de la France et de la vendre finalement. Donc c'est cela qu'il faut voir. Escarter, qu'est-ce que ça veut dire propagande? Russia Today, oui, on sait que c'est russe. C'est un point de vue russe. Demain, il y aura une chaîne indienne, il y a des chaînes chinoises, il y a des chaînes israéliennes. Ce sont des points de vue et des angles qu'il faut prendre tels qu'ils sont. Et je pense qu'à mon avis, le sujet n'est pas... demain, on a bien Africa 24. Alors justement, vous avez cité CCTV Africa, que j'ai cité également, mais par exemple, ces médias, CCTV, Al Jazeera, on ne les accuse pas de faire de la propagande, Franklin Nyamsi? Samantha Ramsamy, le procès en propagande qui est fait à Russia Today est un procès creux. Pour la raison simple et bonne que tout média qui est de fait ou directement ou indirectement en tout cas soutenu par un État est nécessairement obligé d'avoir une ligne éditoriale compatible avec les intérêts de cet État. Mais CCTV est un média chinois, si je ne m'abuse, et qui est dans la ligne des intérêts de l'État chinois. France 24 est un média d'État qui est dans la ligne des intérêts de l'État français tel que le gouvernement français actuellement les perçoit. RFI, pareil.
comment peut-on reprocher à Russia Today, qui est un média bénéficiant du financement russe, eh bien, de faire exactement ce que fait France 24, ce que fait CCTV, ce que font tous les médias qui, d'une manière ou d'une autre, représentent quand même les intérêts, il faut le dire, légitimes des États qui les subventionnent. Je ne comprends pas ce procès d'autant plus qu'en réalité, du point de vue des Africains, quand on prend ce que Russia Today produit vers le public africain et qu'on le compare à ce que produit par exemple France 24, pour les Africains, cultivés, éveillés, avertis, il y a davantage de mensonges sur l'Afrique, il y a davantage d'approximations sur l'Afrique, de manipulation sur l'Afrique qu'on va trouver sur RFI ou sur France 24 qu'on ne trouvera sur Russia Today. La raison en est toute simple. RFI, France 24 sont des médias qui servent un État qui ne s'est pas décolonisé, qui a pratiqué la traite négrière, qui a pratiqué la colonisation de l'Afrique, la néocolonisation de l'Afrique, et qui n'est toujours pas repentant, qui n'a payé aucune réparation, qui n'a tenu aucun procès. Il y a un média que vous connaissez bien, c'est un média panafricain, c'est le cas d'Afrique Média qui revendique plus de 220 millions de foyers. Les États-Unis, dans un rapport détaillé du département américain, accusent aussi ce média d'être un relais de désinformation, de propagande russe en Afrique. C'est la ligne éditoriale panafricaine très critique vis-à-vis de l'Occident qui pose problème, à votre avis? Mais écoutez, d'abord, Afrique Média est basée en Afrique et on peut savoir que les subventions d'Afrique Média lui viennent d'acteurs publics et privés africains. C'est normal qu'Afrique Média défende l'Afrique. C'est un média financé par les Africains pour l'Afrique. Ça, c'est la première chose. On ne reprochera quand même pas cela à BBC qui défend les intérêts britanniques, à France 24 qui défend les intérêts français, à CCTV qui défend les intérêts chinois et éventuellement à Russia Today qui peut défendre les intérêts russes. La deuxième chose, c'est que Afrique Média a construit sa popularité sur ce qui rassemble les Africains. Les Africains ne veulent plus jamais être esclavagisés, colonisés ou néocolonisés. Sur cette ligne-là, on ne peut battre Afrique Média d'aucune façon parce que l'écrasante majorité du jeune public africain aspire à une Afrique débarrassée de toutes les tutelles. L'erreur qu'ont commis les officiels occidentaux en général, et notamment français, qui font ce procès-là, c'est de n'avoir pas d'abord recueilli les aspirations réelles, profondes des peuples africains et de ne pas en tenir compte dans leurs calculs politiques. Rudy Guesby, votre avis là-dessus, parce qu'on est vraiment face à deux lignes éditoriales frontales. On a une ligne éditoriale, avec des contenus positifs, c'est vrai, mais toujours avec ces mêmes sources finalement d'informations occidentales. Et puis une autre ligne éditoriale avec des contenus panafricanistes, finalement, où là, précisément, on revendique la fin d'une époque néocoloniale. Qu'en pensez-vous ? Non seulement la fin d'une époque néocoloniale, la fin d'une manière de penser qui serait entre guillemets dominante, mais Afrique Média, par exemple, prenons le cas que vient d'évoquer M. Franck Nyamsi, l'une des vidéos qui a été les plus vues, c'est la vidéo où ils ont parlé de la crise des Gilets jaunes en France. Un paradoxe. Et ils débattaient à trois sur le plateau sur les histoires de Gilets jaunes. Ça a fait un carton ici en France. Et pas forcément auprès d'un public d'Africains, mais auprès d'un public pas forcément africain, peut-être même non africain, et qui partageait les points de vue aujourd'hui de ces gens qui, à des milliers de kilomètres, parlaient de leur situation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où on ne peut pas savoir ce qui se passe. Si je vous dis que la vidéo sur les Gilets jaunes, le débat qu'ils ont fait à Troyes, a été extrêmement relégué parmi les milieux des Gilets jaunes ici en France, pendant les manifestations. Je pense que Nyamsi peut en parler, ça me paraît choquant et étonnant, mais il en était ainsi. Les vidéos d'RT France ont été très appréciées par les Gilets jaunes également. Parce qu'avant que RT France ne parle des Gilets jaunes, on parlait d'un groupe de délinquants, et puis finalement, face au succès de certains médias, c'était Brut aussi, etc., tout le monde a un peu revu sa manière de parler de ce mouvement en disant non, après tout, ce sont des gens qui manifestent pacifiquement, etc. Donc là, c'est en France, mais en Afrique, c'est pareil. Aujourd'hui, quasiment tous les Africains avec leur smartphone sont presque journalistes. Ils racontent leur vie, ils racontent ce qu'ils voient, ils le transmettent, le partagent en réseau. On reproche aussi à ce média, Afrique Média, de faire des partenariats, notamment avec le groupe RT, le média l'a largement évoqué sur son antenne. Et pourtant, on sait aussi que France 24 également fait des partenariats avec des médias panafricains. Ça n'a rien d'exceptionnel et d'étonnant. Oui, parce que ça m'entend. Pourquoi ?
Parce que quand ce média, on le regarde en France, on le juge légitime et normal. On dit, bon, bah, c'est un média français, en tant que français, qui fait des partenariats avec des médias africains, bon, bah, grand bien alors en passe. Quand c'est RT, on dit, oh là, on se méfie, on se méfie. Mais quand on est français et qu'on regarde cette chaîne, France 24, qui fait du très bon contenu au passage, comme RT d'ailleurs, qui fait du très bon contenu, à l'extérieur, on se dit, ah, quand même, c'est quand même une vision qu'on projette de soi, etc. Donc on réfléchit souvent mieux quand on est à l'extérieur, que quand on est à l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, on prend le panier, on est supporter. Quand on est à l'extérieur, on prend du recul et on dit, attends, là, il y a quand même un truc qui ne va pas. Donc, oui, pourquoi RT, ça choque, etc. Mais ça choque déjà des officiels, ça choque une nomenclatura de certains journalistes au nom de certains principes qui nous expliquaient même au tout début de l'année 2022 que c'était presque criminel hein, d'avoir travaillé ou d'avoir parlé sur RT. Moi, j'ai toujours défendu la position de RT par rapport à ça. J'ai toujours dit que non, il fallait des points de vue, etc. Limite, on a criminalisé les gens qui avaient travaillé, on demandait aux gens qui n'aient plus leur carte de presse, etc. Et soudainement, on était là à donner des leçons de morale. Franklin Nyamsi. Oui, alors, mais Samantha, ce que dit Rudy est d'autant plus vrai que vous pouvez voir qu'on traite exactement RT, parmi les RT France a été traité parmi les médias, exactement comme on traite parmi toutes les sociétés, les centaines de sociétés militaires privées qui existent dans le monde, exactement comme on traite Wagner. On a, pour ainsi dire, lancé une fatwa contre Wagner, qui est supposée être la seule société militaire privée au monde qu'on peut accuser de terrorisme. Tout comme de l'autre côté, on a lancé contre RT une véritable fatwa pour dire que c'est le seul média qui fait de la propagande. C'est tout simplement absurde. Et justement, tout à l'heure, on a évoqué rapidement les opinions publiques africaines, justement leur posture par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau d'RT France, du média RT. Elle n'est pas dupe, cette opinion publique africaine, Franklin Nyamsi. L'opinion publique africaine a un critère, Samantha Ramsamy, c'est qu'elle s'intéresse aux nouveaux partenaires africains qui n'ont pas un passif colonial, néocolonialiste et négrier. Les Africains jugent de leurs relations internationales à l'aune des souffrances et des solidarités qu'ils ont vécues. Il s'ensuit qu'un média comme RT, et qui fait autant un travail critique en France qu'en Afrique, et qui par ailleurs est un média qui est subventionné par une puissance qui a été alliée des luttes indépendantistes africaines, ce média est a priori bien accueilli par les opinions africaines, y compris par des régimes autocratiques qui en ont marre de se laisser infantiliser par, en fait, une politique africaine de la France qui n'a pas fait son aggiornamento, qui n'a pas fait sa réforme. L'opinion africaine ne s'y trompe pas. Sur l'opinion africaine, cette opinion, elle est aussi montée au créneau hein, lorsque France 24 et RFI ont été suspendus pour France 24 au Mali et RFI au Burkina Faso et au Mali également. Elle a donné aussi son appréciation, hein, elle a un regard critique vis-à-vis de ces médias occidentaux, mais ce n'est pas pour cela, pour autant qu'elle juge cette décision convenable, cette suspension de France 24 et d'RFI dans plusieurs pays du Sahel. Je veux dire, nous avons des cerveaux, d'accord on est capable de savoir qu'effectivement RT c'est la France, France 24, RT c'est la Russie, France 24, ok d'accord c'est peut-être la France, c'est pas un problème. On aime consulter tous les types de médias, même à notre domicile on a je ne sais pas combien de chaînes, etc. qui viennent de plein d'endroits. Je fais confiance à mon cerveau pour dire voilà, on peut consommer de tout. Et par rapport aux opinions publiques africaines, pour revenir à votre question, elles ne sont pas dupes. Elles savent et elles aiment avoir un point de vue qui est différent. Ça ne veut pas dire qu'elles rejettent France 24, RFI ou n'importe quelle autre chaîne, mais elles aiment bien, à côté de ça, d'avoir leur chaîne. On le disait tout à l'heure, hein, le poids des médias en ligne, des réseaux sociaux. Finalement, la guerre de l'information, du soft power va se jouer aussi sur ce terrain-là. On sait d'ailleurs que BBC hein, se prépare d'ores et déjà à passer au tout numérique. La France aussi, d'ailleurs, en matière d'influence aussi, envisage de se doter d'un média sur Internet, selon la lettre A. Il y a beaucoup aussi hein, de partenariats qui se nouent en Afrique à ce niveau. Finalement, la bataille médiatique, informationnelle, elle promet d'être passionnante à l'avenir. Franklin Nyamsi. Merci. Alors, c'est très clair. Il n'y aura aucune victoire informationnelle qui puisse se baser sur le traficotage, sur la manipulation de la vérité historique. L'erreur fondamentale que font les autorités françaises actuelles,
c'est de vouloir mener une guerre informationnelle en Afrique en refusant d'abord de fonder celle-ci sur les enseignements de la science historique, c'est-à-dire en la fondant en réalité sur la manipulation, la négation et la révision de l'histoire. Tant que ce sera ainsi, les Africains rechercheront par instinct et par intuition des médias qui leur permettent de comprendre la tragédie qu'ils ont vécue et d'en sortir. Donc la guerre informationnelle, elle est perdue d'avance par les menteurs, par les manipulateurs, par les mythomanes et notamment les négationnistes et les révisionnistes. Et ce sont souvent les impérialistes et les néocolonialistes qui adoptent cette posture. Par contre, il pourrait y avoir un renouveau de l'information politique africaine si on s'efforce de tous partir d'une prise en compte de la réalité, de la vérité historique, pour produire des intelligences de sortie de crise qui peuvent s'enrichir les unes des autres. Cela est possible si on permet précisément à la vérité historique, à la réparation des crimes contre l'humanité africaine, de primer dans le renouvellement des relations internationales. Rapidement, Rudy Guesby, pour conclure. Écoutez, comme Franck Nyamsi le dit, effectivement, il y a cette espèce de volonté que les médias en ligne qui sont très puissants. Aujourd'hui, quand vous prenez faire un site web, ça coûte pas grand-chose. Et produire du contenu non plus. D'ailleurs, la plupart des journalistes médias vont aussi consulter les réseaux sociaux pour même faire leurs propres articles. Aujourd'hui, ça se voit, y compris même les plus sérieux. Donc oui, donc il y a une espèce de démocratisation, d'accès. Donc est-ce qu'on aura une bataille? Elle a déjà commencé. Va-t-elle se terminer un jour? Je pense qu'elle va s'accélérer avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est une certitude. Parce que maintenant, beaucoup de gens pourront produire eux-mêmes du contenu et de très bonne qualité. Donc on va avoir, je pense, une augmentation faramineuse du nombre de rédacteurs. Sans compter les médias B2B, sur l'entrepreneuriat, sur tous ces sujets-là. On va avoir des gens qui vont s'improviser journalistes et rédacteurs, qui vont écrire des tribunes, etc. Donc il va y avoir une formidable démocratisation justement de l'accès au contenu, à la création de contenu. Et donc ça va, vous savez, aujourd'hui les journalistes se personnifient. Je prends l'exemple d'Alain Foucault, il se personnifie, il a sa chaîne, Claude Issard s'est toujours personnifié, les stars sont toujours personnifiées. Merci beaucoup à vous, Rudy Guesby. Je rappelle que vous êtes rédacteur chez Forbes, spécialiste des médias. Merci également à vous, Franklin Nyamsi. Merci à vous deux. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention une nouvelle fois. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.